Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Les mesures préventives en vigueur à Casablanca pour faire face au coronavirus sont prolongées de 4 semaines. Ces mesures instaurent notamment un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Elles concernent Casablanca, mais aussi les préfectures et provinces de Mohammedia, Nouasser, Mediouna, Brchid et Ben Slimane. Et les autorités sanitaires rappellent que les patients asymptomatiques doivent strictement respecter le protocole thérapeutique du Covid-19. Le protocole prévoit l'isolement à domicile pendant une période de 2 semaines. Des mesures à respecter avec rigueur pour éviter tout risque de contagion. La ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé et Principe est en visite à l'Aïoun. Elle s'est notamment rendue au consulat général de son pays. La chef de la diplomatie santoméenne se félicite des relations multidimensionnelles entre le Maroc et Sao Tomé et Principe. À la fin de ce journal, vous découvrirez les nouvelles œuvres de Rizlan Agznaï. Fidèle à son style, marqué par l'abstraction et l'entrelacement des formes et des couleurs, l'artiste présente ses toiles à Casablanca. Madame, Monsieur, bonsoir. Les mesures préventives actuellement en vigueur à Casablanca pour faire face au coronavirus sont prolongées de 4 semaines. Ces mesures, vous le savez, instaurent notamment un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Elles concernent Casablanca, mais aussi les préfectures et provinces de Nouasser, Mediouna, Brchid, Ben Slimane et Mohammedia, où nos équipes ont recueilli les réactions des citoyens. Reportage Abdel Fattah Moumen, le récit de Rita Saha. Pour ces automobilistes qui s'apprêtent à entrer à Mohammedia, s'arrêter au barrage de police pour présenter son autorisation de déplacement est devenu une formalité habituelle. Des usagers de la route qui devront s'armer de patience avant de retrouver une circulation normale, car les différentes restrictions ont été prolongées d'1 mois. En plein centre-ville, du côté du parc, les forces de l'ordre veillent également au grain pour garantir le respect des mesures préventives. C'est vrai que c'est un peu dur pour nous, 4 semaines de plus. Mais si on veut reprendre une vie normale, eh bien on va faire avec. Si cela peut permettre de combattre l'épidémie. Cette prolongation est une bonne décision. Elle va permettre aux gens d'être encore plus attentifs. Et en poursuivant ainsi, nous pourrons sortir de cette crise. Un coup dur pour les restaurateurs et propriétaires de cafés contraints de baisser le rideau à 20h. Au niveau national, plus de 40% des commerces ont d'ailleurs dû déposer le bilan depuis le début de l'épidémie. Dans le Grand Casablanca, les professionnels du secteur accusent un recul de plus de 40% de leur chiffre d'affaires. Ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles car nos recettes ont été diminuées de moitié. Mais c'est vrai que les gens respectent la distanciation physique et respectent les autres mesures barrières. Ces mesures mises en place le 23 octobre dernier concernent l'ensemble des villes du Grand Casablanca. Elles comprennent notamment l'interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin ou encore celle de se déplacer depuis et vers les différentes préfectures concernées, sauf dérogation exceptionnelle. Des mesures préventives adoptées également à Ouazzane. Ces mesures sont entrées en vigueur hier pour une durée de 2 semaines pour freiner la propagation du coronavirus. Il s'agit notamment d'un couvre-feu entre 21h et 5h du matin, de la fermeture des cafés, restaurants et commerces à 20h et de la fermeture des marchés de proximité, des jardins publics et du marché central. Des mesures préventives entrent également en vigueur à Agadir à partir de ce soir pour une durée de 15 jours. Un couvre-feu est instauré de 21h à 6h du matin. Les mesures prévoient aussi la fermeture des plages. Reportage Rafir Agoumad, le récit de Salima Benhabou. Il profite des derniers plaisirs de la plage. Dès ce soir, pour une durée de 15 jours, il sera interdit de s'y rendre. Une mesure parmi d'autres prise par les autorités d'Agadir pour limiter la propagation du virus. Une nouvelle plutôt bien accueillie. Ces nouvelles mesures sont adaptées à la situation épidémiologique. Durant une certaine période, 0 cas étaient enregistrés à Agadir. Aujourd'hui, les chiffres sont beaucoup trop importants. Il fallait un durcissement des mesures sanitaires pour maîtriser le laisser-aller. J'ai constaté un certain relâchement des habitants. Les Gadiri avaient également jusqu'à ce soir pour faire leurs courses dans ce marché connu sous le nom de Souk el-Had, le plus grand du royaume et dont les portes resteront closes demain matin. Quant aux cafés et restaurants, ils fermeront désormais à 20h. Les petits commerces de proximité baisseront le rideau à 15h. Lorsque l'on ferme les commerces à 15h, on constate une très grande affluence juste avant. Pour éviter cela, il faudrait trouver un moyen d'échelonner l'accès tout au long de la journée.
Je déplore malheureusement un relâchement de la population. La distanciation sociale n'est pas respectée au même titre que tous les autres gestes barrières qui doivent être employés. Les habitants sous surveillance également sur les routes. Les automobilistes doivent désormais présenter une autorisation exceptionnelle pour entrer ou sortir de la préfecture. Et enfin, de 21h à 6h, aucun déplacement ne sera toléré, sauf pour des raisons de santé ou professionnelles. Et concernant le bilan national du Covid-19, le ministère de la Santé annonce 3 979 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Le ministère annonce également 60 nouveaux décès. 3 746 guérisons supplémentaires ont été enregistrées. Et les autorités sanitaires rappellent que les patients asymptomatiques doivent strictement respecter le protocole thérapeutique du Covid-19, un protocole qui prévoit notamment l'isolement à domicile pendant une période de 2 semaines. Des mesures à respecter avec rigueur pour éviter tout risque de contagion. Reportage Fouad Azzouzi et Mohamed Hajoub, le récit de Isa Sharqi. Afin de décongestionner les centres de traitement dédiés au Covid-19, le nouveau protocole émis par le ministère de la Santé stipule que les personnes contaminées, asymptomatiques ou n'étant pas dans un état critique devront être confinées à domicile, et ce pour une durée de 14 jours. Et pourtant, certains ne respectent pas la règle, exposant ainsi leurs compatriotes au danger. Il y a beaucoup de personnes atteintes du Covid-19 et qui sont en isolement à domicile, mais qui, après 4 ou 5 jours de quarantaine, se permettent de sortir pour aller faire leurs courses ou se rendre au café, ce qui est une énorme erreur. Ces personnes atteintes du virus qui continuent de fréquenter les lieux publics n'ont décidément aucune conscience et n'ont pas peur de contaminer les personnes âgées ou les enfants. Durant l'isolement à domicile, les cas testés positifs devront suivre un traitement prescrit par un médecin. Néanmoins, une fois que les médicaments commencent à agir, certains patients se disent aptes à reprendre leur vie sociale et prennent le risque de contaminer les personnes qu'ils rencontrent, notamment les sujets dits vulnérables. Un comportement inconscient que les spécialistes déplorent. C'est très dangereux car dès que cette personne rencontrera d'autres personnes au système immunitaire vulnérable, à savoir une personne âgée, souffrant d'insuffisance rénale, diabétique ou bien cardiaque, elle le contaminera car tant qu'elle n'aura pas achevé sa période de quarantaine, elle sera toujours porteuse du virus. Afin d'éviter de contaminer les personnes, notamment celles à risque, il est important de respecter les règles d'isolement à domicile qui s'étalent sur une durée de 14 jours à compter de la date du dépistage, ni plus ni moins. Et à travers le monde, les préparatifs se poursuivent pour la vaccination des populations contre le Covid-19. Plusieurs pays s'organisent et mettent en place les moyens logistiques de l'opération. Wadia Data. L'Institut Pasteur poursuit ses travaux sur ces 3 projets de vaccins. La fondation vieille de 133 ans avait été l'une des premières organisations à se lancer dans la course au remède contre le Covid-19. Un premier traitement expérimental recourt à un véhicule vaccinal contre la rougeole. Le deuxième fait appel à un type de virus spécifique comme le VIH. Et le dernier utilise une technologie basée sur l'ADN. Et conséquence de la mise au point de nouveaux vaccins, le plus grand fabricant mondial de congélateurs connaît un pic de commandes pour ses produits. Des chambres climatiques made in Germany destinées à stocker certains de ces traitements à moins 70 degrés. La société qui les produit promet une isolation parfaite, même en cas de panne électrique pendant 24 heures. Le respect de la chaîne du froid sera l'un des principaux enjeux de la future campagne mondiale de vaccination. Alors pour transporter les vaccins dans les meilleures conditions par voie terrestre, maritime ou aérienne, les laboratoires pharmaceutiques s'allient à de grands noms de la logistique, une condition sine qua non pour approvisionner à terme les 4 coins du globe dans les plus brefs délais. Dans ce contexte, l'Allemagne avance à grands pas vers un plan national de vaccination. Le pays vient d'identifier 6 lieux dans la capitale, des sites tels que le Salon de Berlin et 2 aéroports dans lesquels seront accueillis les futurs patients d'ici décembre ou janvier. Le but étant de parvenir à vacciner une personne toutes les 2 minutes. Enfin, depuis l'annonce de la mise au point des premiers vaccins, les voix s'élèvent au sein de la communauté internationale pour plaider en faveur d'un traitement accessible à tous. Dans le cadre du G20 organisé à distance depuis la capitale saoudienne, le président français a demandé à ce que le vaccin soit partagé avec les pays les plus pauvres. De son côté, la chancelière allemande a défendu une vaccination possible et abordable pour tous.
Le G20 qui a également débattu de la relance de l'économie mondiale, une économie fortement impactée par la crise sanitaire. Ce sommet de 2 jours, organisé par l'Arabie Saoudite, a réuni les membres du G20 par vidéoconférence en raison du contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Au Burkina Faso, 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. 13 candidats sont en lice. L'actuel président, Marc-Christian Kaboré, brigue un second mandat. Jaziel Hamari. Dès 6 heures ce matin, les premiers électeurs se sont rendus aux urnes, comme ici dans la capitale. Tout au long de la journée, ils se sont succédés, parfois en rang serré, pour prendre part à un scrutin décisif pour l'avenir et la stabilité du pays. De ce vote, j'attends en tout cas beaucoup de bonnes choses pour le pays à venir. Surtout l'insécurité, on attend beaucoup de l'insécurité. Que le nouveau président puisse vraiment faire beaucoup de choses pour l'insécurité. On sait que ce n'est pas facile. Il y a l'éducation et après ça, il y a l'autosuffisance. Mais même quand on parle, ce n'est pas encore arrivé. C'est dans cette école de Ouagadougou que le président sortant, Roch-Marc Kaboré, a voté très tôt ce matin, une manière de donner l'exemple. Et j'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit leur tendance, à ne pas faire preuve de paresse, parce qu'il s'agit de la démocratie du Burkina Faso, il s'agit du développement du Burkina Faso et il s'agit également de la paix dans notre pays. Plus tard dans la journée, c'était au tour du principal challenger d'accomplir son devoir. Edi Komboigo s'est montré déterminé et serein quant à l'issue de ce scrutin. Dans l'ensemble, je pense que nous pouvons avancer sereinement. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de heurts et qu'à la fin, le meilleur gagne. Et comme nous savons que nous sommes le meilleur, rendez-vous bientôt à Kossiam, bientôt. Kaboré, Komboigo, Diabré. Au total, 13 prétendants visent le fauteuil présidentiel du palais Kossiam. Après une campagne qui s'est déroulée sans encombre, les Burkinabés devront patienter quelques jours avant de connaître les résultats de ce premier tour. Dans les îles Canaries, un plan d'urgence est lancé pour assurer 7000 places d'hébergement des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. C'est ce qu'annonce le gouvernement espagnol. Les autorités locales des îles Canaries affirment que les structures d'accueil sont actuellement saturées. Et selon le ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 18 000 migrants sont arrivés dans l'archipel depuis le début de l'année. Haïti apporte son soutien au Royaume et à son intégrité territoriale. C'est ce qu'affirme le ministère des Affaires étrangères de la République d'Haïti dans un tweet publié hier soir. La République d'Haïti, qui a suivi avec attention la situation à Al-Gergarat au sud du Maroc, salue l'intervention pacifique du Maroc pour garantir la libre circulation des personnes et des biens et appelle au respect des résolutions des Nations Unies pour trouver une solution politique à ce conflit régional. Un soutien exprimé également par Sao Tomé et Principe, dont la ministre des Affaires étrangères est en visite à Laayoune. Elle s'est notamment rendue au consulat général de son pays. La chef de la diplomatie santoméenne se félicite aujourd'hui des relations multidimensionnelles entre le Maroc et Sao Tomé et Principe. Reportage Youssef Wichou, le récit est de Salima Benabou. Le week-end s'est terminé à Laayoune pour la nouvelle ministre des Affaires étrangères santoméenne. La chef de la diplomatie s'est rendue dans l'enceinte du consulat de ce pays insulaire, situé dans l'océan Atlantique au large du Gabon. Et malgré la distance, les deux États sont plus proches que jamais. En ce qui concerne nos relations avec le Royaume du Maroc, j'aimerais dire que Sao Tomé et Principe est un pays frère. Nous sommes un pays de paix et nous préconisons des solutions pacifiques pour toutes les problématiques dans cette zone. Au-delà des relations diplomatiques, Rabat et Sao Tomé souhaitent développer leur coopération dans divers domaines. D'ailleurs, c'est tout l'objet de la convention signée vendredi à Rabat en compagnie de son homologue Nasser Bourita. Notre coopération avec le Royaume du Maroc touche déjà plusieurs domaines, dont l'agriculture, la pêche maritime et les énergies renouvelables, et aussi le tourisme. Le consulat général de Sao Tomé et Principe avait été inauguré en janvier dernier. C'était à l'époque la 5e représentation diplomatique installée à Laayoune. Aujourd'hui, la capitale du Sahara marocain en compte 9. Et depuis l'intervention marocaine à Gergarat sur instruction royale, les liaisons routières commerciales ont repris entre le Maroc et la Mauritanie. Un grand soulagement pour les transporteurs. C'est le cas notamment pour ce chauffeur routier meknessi que nos équipes ont rencontré au sud de Dakhla. Il exerce ce métier depuis plus de 20 ans et transporte des fruits et légumes de Meknès à Nouakchott. Reportage Hassan Lohmadi et Nizar Bouhout, le récit est de Rizlan Taibi.
C'est la première fois depuis un mois que Mohamed Akez quitte sa ville Meknès, direction Nouakchott. Les incursions répétées des mercenaires du Polisario dans la zone tampon et leur blocage de la route l'ont découragé de prendre son camion pour transporter les fruits et les légumes vers la Mauritanie. Les transporteurs ont énormément souffert à cause des coupeurs de route du Polisario. Personnellement, j'étais rentré chez moi à Meknès 2 jours avant le blocage de la route. J'étais au chômage technique. Les agressions et les intimidations du Polisario dans le passage de Guergueret sont très récurrentes. Père de 3 enfants, Mohamed, qui exerce ce métier depuis 21 ans, a commencé ces dernières années à voir quelques difficultés à cause des mercenaires du Polisario. Les incursions ont débuté en 2016-2017. Nous attendions avec impatience la résolution de ce problème. Maintenant, il est réglé grâce à l'opération des phares sur haute instruction de Sa Majesté le Roi. Mohamed a parcouru 1840 km de Meknès à Dakhla. Il lui reste près de 400 km pour franchir le poste frontière Guergueret afin d'approvisionner le marché mauritanien en fruits et légumes fraîchement récoltés dans la région de Meknès. Direction à présent la région du Haouz, où les autorités se préparent à la baisse attendue des températures. Les moyens humains et logistiques nécessaires sont mobilisés, notamment pour venir en aide aux populations des zones montagneuses qui seront touchées par les vagues de froid hivernal. Reportage Lahsen Houban et Adil Bouskri, le récit de Mamadou Diaye. Le vent froid et les chutes de neige ont déjà fait leur apparition depuis quelques jours. Une température glaciale tant redoutée par les populations les plus vulnérables d'Al Haouz. Ces tracteurs, au nombre de 135, ont été mobilisés par la province pour garantir la mobilité de ses habitants vivant en altitude. Nous sommes toujours présents l'été comme l'hiver. Seulement pendant l'hiver, nous avons beaucoup de travail du fait des routes coupées par la neige. La mobilisation de ces moyens logistiques s'inscrit dans le cadre du plan d'atténuation des effets de la vague de froid. Un plan passé en revue lors de cette réunion du comité provincial sur ses axes d'intervention. Pour les femmes enceintes, nous disposons d'une 50aine de centres d'hébergement pour les visites prénatales. Les bénéficiaires sont logés dans ces structures pour éviter les complications, comme par exemple en cas de blocage des routes à cause de la neige. Nous avons créé 3 centres d'intervention d'urgence. Le premier est situé à Ijoukak, sur la route entre Marrakech et Taroudant. Le deuxième est à Tzeddert, sur la route entre Marrakech et Ouarzazate. Et le troisième est implanté à Oukaïmden. Outre les projets de désenclavement et la construction de routes, le comité provincial prévoit des caravanes médicales. Objectif, soulager les personnes en situation précaire et celles souffrant de maladies chroniques. Une cérémonie d'hommage a été organisée dans la ville de Fès pour saluer des femmes qui se distinguent dans leurs domaines respectifs. Elles représentent plusieurs secteurs et ont pu accéder à des postes à responsabilité. Un événement organisé par l'association Bawabat Fès. Reportage Sarah Jabri et Driss El Cohen. En 2007, elle fait ses premières armes en politique et depuis, elle ne cesse de gravir les échelons. Députée parlementaire, ministre déléguée puis secrétaire d'État, elle est aujourd'hui la plus jeune présidente d'un conseil régional au Maroc. Mbarka Bouaïda est sacrée femme de l'année par l'association Facegate. Je suis extrêmement émue d'avoir été choisie comme femme de l'année 2020 et très modestement émue aussi et présente ici aujourd'hui pour recevoir ce prix que je souhaiterais dédier à toutes les femmes marocaines. Et à leur tête les femmes du Sud, puisque je représente ici aussi toutes les femmes du Sahara et toutes les femmes du Sud du Maroc. Des femmes des provinces sahariennes, mais également de toutes les régions du royaume et qui ont chacune brillé dans leurs domaines respectifs. De la culture à l'entrepreneuriat social en passant par la recherche universitaire et la magistrature. C'est une initiative louable de soutenir l'accès de la femme marocaine au poste à haute responsabilité. Recevoir un hommage est un symbole de reconnaissance pour toutes ces femmes ici présentes et qui ont excellé dans les métiers et professions qu'elles exercent. Prévue initialement en mars à l'occasion de la Journée de la femme, la cérémonie Facegate dans sa 10e édition a dû être décalée de quelques mois à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Mais dans cette situation inédite, nous avons tenu à organiser cette manifestation
pour dire à ces personnalités qui sont honorées aujourd'hui, merci pour ce que vous faites et continuez. C'est très important parce que notre pays a besoin de personnalités comme celles qui sont honorées aujourd'hui. Ce sont des femmes inspirantes et talentueuses qui se sont imposées dans plusieurs secteurs, économiques, culturels, sociaux ou encore juridiques, et auxquels nous rendons aujourd'hui un bel hommage. Organisée depuis 10 années par l'association Bawab Fès, la cérémonie Facegate célèbre les femmes marocaines engagées et qui ont en commun cette envie indéfectible de réussir pour contribuer activement au développement de leur pays. Rizlan Agznaï expose ses œuvres à Casablanca. Après ses totems de 2019, l'artiste présente ses nouvelles réalisations. Rizlan Agznaï reste fidèle à son style, marqué par l'abstraction et l'entrelacement des formes et des couleurs. Reportage Oussama Al-Bqali et Youssef El-Ghazi. Entre motifs géométriques et palettes de couleurs rayonnantes, Rizlan Agznaï signe cette nouvelle exposition avec ses totems, si caractéristiques de son œuvre. Inspirée et nourrie par la populaire culture, mouvement urbain typiquement berlinois, la jeune artiste présente Emerge Reloaded, une exposition mêlant art contemporain et urbain. Nous collaborons avec Rizlan Agznaï depuis déjà un petit moment. C'est sa seconde expérience de solo show avec nous. Et comme vous le savez peut-être, la Galerie 38 a deux formats, un format urbain et un format contemporain. Et Rizlan Agznaï a la particularité de réconcilier ces deux formats avec un langage très graphique, très contemporain et en même temps très urbain. Énergies et ondes positives, vibrations chromatiques et formes envoûtantes, les totems de Rizlan Agznaï, réalisés pour leur majorité durant le confinement, sont des symboles parlants d'espoir. J'ai voulu aller encore plus loin dans ma recherche visuelle pour pouvoir partager cette émotion, cette énergie positive, cet optimisme et ce message d'espoir qui, moi, me suit dans toutes mes œuvres, dans mes totems. Continuer à partager vraiment un message d'espoir avec les gens parce que voilà, c'est mon cheval de bataille. Un univers des plus particuliers qui est celui de Rizlan Agznaï. De ses coups de pinceau, cet artiste réussit à mêler symbolique avant-gardiste et art populaire. Emerge Reloaded se déroulera à la Galerie 38 Urban jusqu'au 19 décembre. C'était il y a 2000 ans, une éruption volcanique détruisait la ville romaine de Pompéi. Cette tragédie continue de fasciner les scientifiques. Des archéologues viennent de découvrir les restes de 2 habitants de la cité détruite. Une découverte exceptionnelle réalisée à 20 km de la ville de Naples, annoncée par le ministère italien de la Culture. Pompéi, un site où les fouilles se poursuivent depuis le XVIIIe siècle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Les mesures préventives en vigueur à Casablanca pour faire face au coronavirus sont prolongées de 4 semaines. Ces mesures instaurent notamment un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Elles concernent Casablanca, mais aussi les préfectures et provinces de Mohammedia, Nouassar, Mediouna, Barchid et Ben Slimane. Des mesures préventives similaires sont adoptées également dans les villes de Ouazzane et Agadir pour freiner la propagation du coronavirus. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hossein Ouzig pour Al-Massaïa et demain Ihsan Benbel pour Info Soir. Excellente soirée sur 2M.